Le grenier de la rue des Rosiers baignait dans une lumière dorée qui filtrait à travers les volets entr'ouverts. Margot Dubois gravit lentement les marches grinçantes, ses pas résonnant dans le silence de la vieille demeure parisienne. L'odeur de la poussière et du temps révolu l'enveloppait comme un linceul de souvenirs. « Grand-mère Céleste », murmura-t-elle en caressant la rampe d'escalier usée par des décennies de mains familières. La jeune antiquaire de 28 ans n'avait pas remis les pieds dans cette maison depuis l'enterrement, 3 semaines auparavant. Maintenant propriétaire de ce petit bijou du Marais, elle devait faire le tri dans une vie entière d'objets accumulés. Ses cheveux châtains relevés en chignon négligé, elle portait une robe vintage qui témoignait de son goût pour les antiquités. Le grenier s'ouvrait devant elle comme une caverne d'Ali Baba poussiéreuse. Des malles en cuir craquelé côtoyaient des portraits jaunis, des livres aux reliures fatiguées et des bibelots de toutes époques. Margot alluma sa lampe de poche, projetant des ombres dansantes sur les poutres apparentes. C'est alors qu'elle la vit. Posée sur une étagère bancale, entre un vase de sèvres ébréché et une collection de poupées de porcelaine aux yeux vitreux, se trouvait une boîte à musique d'une beauté saisissante. Le bois sombre, probablement de l'ébène, était sculpté avec une précision extraordinaire. 4 gargouilles miniatures ornaient les coins, leurs visages grimaçants figés dans une expression de terreur éternelle. « Mon Dieu !» souffla Margot en s'approchant. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle souleva l'objet. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, comme si le bois contenait des secrets trop lourds à porter. Une inscription en latin courait le long du socle, « Custode silenti, les gardiens du silence ». Sans réfléchir, elle souleva le couvercle. Une mélodie s'éleva aussitôt, d'une beauté mélancolique qui lui serra le cœur. Les notes semblaient danser dans l'air poussiéreux, créant une atmosphère à la fois enchanteresse et troublante. Mais ce qui suivit la glaça d'effroi. Des images envahirent son esprit comme un torrent. Notre-Dame de Paris sous un ciel nocturne, ses tours se dressant contre les étoiles. Des silhouettes monstrueuses se détachaient sur les toits, leurs ailes déployées dans un ballet macabre. Elle voyait des yeux de pierre qui s'animaient, des griffes qui se contractaient, des gueules béantes qui semblaient hurler dans le silence de la nuit. Margot laissa échapper un cri et referma brutalement la boîte. Le silence retomba, mais les images continuaient de danser derrière ses paupières closes. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose dans sa poitrine. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, mais sa voix se perdit dans le vide du grenier. Elle redescendit précipitamment, la boîte serrée contre elle. Dans la cuisine, elle la posa sur la table en chêne massif et la contempla avec un mélange de fascination et d'appréhension. La lumière de l'après-midi parisien semblait moins menaçante que l'obscurité du grenier, mais l'objet gardait son aura mystérieuse. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Sur le seuil se tenait Madame Leclerc, sa voisine octogénaire, une femme menue aux cheveux blancs tirés en chignon strict. Ses yeux bleus, habituellement pétillants de malice, étaient maintenant emplis d'une terreur profonde. « Margot, ma petite » dit-elle d'une voix chevrotante. « J'ai entendu cette mélodie. Vous connaissez cette boîte à musique ?» Madame Leclerc entra sans y être invitée, ses yeux fixés sur l'objet maudit. Ses mains ridées tremblaient visiblement. « Votre grand-mère ne vous a jamais parlé de l'histoire de notre quartier? Des secrets que cachent ces vieilles pierres? Non, jamais. Qu'est-ce que vous savez? » La vieille dame s'approcha lentement de la table, comme si elle s'attendait à ce que la boîte s'anime à tout moment. Cette boîte, elle ne devrait jamais être ouverte. Jamais. Votre grand-mère le savait. Elle était la gardienne, comme sa mère avant elle, et sa grand-mère avant elle. Gardienne de quoi? Madame Leclerc leva ses yeux vers Margot, et dans ce regard, la jeune femme lut des siècles de peur et de secrets. Des choses qui dorment dans la pierre, ma petite. Des choses qui ne demandent qu'à se réveiller. Avant que Margot puisse répondre, la vieille dame tourna les talons et quitta la maison, la laissant seule avec ses questions et cette boîte qui semblait pulser d'une vie propre. Le soir tombait sur Paris lorsque Margot se retrouva de nouveau face à l'objet mystérieux. Elle avait tenté de se concentrer sur d'autres tâches, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette mélodie envoûtante et aux visions qu'elle avait déclenchées. Installée dans le salon, elle observait la boîte posée sur la table basse. Les gargouilles sculptées semblaient la regarder, leurs yeux minuscules brillant dans la lumière tamisée de la lampe. L'appartement était silencieux, seuls les bruits de la rue montaient jusqu'aux fenêtres. Soudain, sans qu'elle ait touché quoi que ce soit, la mélodie recommença. Margot se figea, le sang se glaçant dans ses veines. La boîte était fermée, mais la musique s'élevait claire et nette, emplissant la pièce de sa beauté morbide. Cette fois, elle ne ferma pas les yeux. Elle regarda,
fascinés et terrifiés, les gargouilles miniatures qui semblaient bouger imperceptiblement dans la lumière dansante. La mélodie s'arrêta aussi brutalement qu'elle avait commencé, laissant Margot dans un silence assourdissant. Elle comprit alors qu'elle venait de franchir un seuil dont il n'y aurait pas de retour. L'héritage de sa grand-mère n'était pas seulement cette maison et ses objets anciens. C'était quelque chose de bien plus ancien, et de bien plus dangereux. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec la sensation d'avoir passé la nuit dans un cauchemar éveillé. Les images de Notre-Dame hantés continuaient de défiler dans son esprit, mêlées aux échos de cette mélodie obsédante. Elle avait à peine dormi, sursautant au moindre bruit, craignant que la boîte ne se remette à jouer d'elle-même. Après un petit déjeuner qu'elle ne parvint pas à terminer, elle prit une décision. Il lui fallait des réponses, et elle savait exactement où les chercher. La bibliothèque Sainte-Geneviève se dressait majestueusement dans le 5e arrondissement, ses façades néo-gothiques semblant faire écho au mystère qui tourmentait Margot. Elle gravit les marches de pierre, la boîte à musique soigneusement emballée dans son sac, et se dirigea vers le département d'histoire médiévale. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-elle à la bibliothécaire. « Bureau 23, au fond du couloir. » Mais il reçoit sur rendez-vous uniquement. Margot n'avait pas de rendez-vous, mais quelque chose lui disait que Théodore Moreau accepterait de la recevoir. Elle frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Entrez. » L'homme qui leva les yeux de ses manuscrits était dans la cinquantaine, ses cheveux poivre et sel encadrant un visage marqué par des années de recherche passionnée. Ses lunettes rondes lui donnaient un air de professeur distrait, mais ses yeux verts pétillaient d'intelligence. « Monsieur Moreau ? Je suis Margot Dubois. J'aurais besoin de votre expertise concernant un objet particulier. » Théodore observa cette jeune femme aux traits tirés par l'inquiétude. Quelque chose dans son regard lui rappelait les chercheurs qui avaient découvert des vérités trop lourdes à porter. « Asseyez-vous, mademoiselle. De quel type d'objet s'agit-il ? » Margot sortit précautionneusement la boîte de son sac et la posa sur le bureau encombré de livres anciens. Théodore se figea instantanément, ses yeux se fixant sur les gargouilles sculptées avec une intensité troublante. « Mon Dieu, murmura-t-il. Où avez-vous trouvé cela ? » Dans le grenier de ma grand-mère. Vous la connaissez ? Théodore se leva et contourna son bureau pour examiner l'objet de plus près. Ses doigts effleurèrent les sculptures avec une révérence mêlée de crainte. Connaître serait un bien grand mot. Mais j'ai consacré ma carrière à étudier les légendes liées aux gargouilles de Notre-Dame. Cette boîte, elle correspond aux descriptions que j'ai trouvées dans des manuscrits du XIIIe siècle. Quelle description ? Théodore se dirigea vers une armoire fermée à clé et en sortit un dossier épais, jauni par le temps. Aldric de Montfaucon. Un sculpteur mystérieux qui a travaillé sur Notre-Dame vers 1250. Les archives officielles le mentionnent à peine, mais j'ai trouvé des références dans des textes, plus ésotériques. Il ouvrit le dossier et étala plusieurs photocopies de manuscrits médiévaux. Les enluminures montraient des créatures ailées, des rituels étranges, et des objets qui ressemblaient étrangement à la boîte de Margot. Selon ces sources, Aldric n'était pas un simple artisan. Il était, comment dire, un gardien. Les gargouilles qu'il a créées ne sont pas que décoratives. Elles auraient été conçues pour protéger Notre-Dame de forces obscures. Margot sentit un frisson parcourir son échine. Protéger de quoi ? C'est là que les textes deviennent flous. Il parle de « gardiens de pierre » qui veillent sur des secrets anciens. Certains manuscrits évoquent même la possibilité que ces créatures ne soient pas entièrement inanimées. Théodore marqua une pause, observant la réaction de Margot. Il vit dans ses yeux qu'elle avait déjà expérimenté quelque chose d'inexplicable. « Vous l'avez ouverte, n'est-ce pas ?» Margot hocha la tête, incapable de mentir face à ce regard perçant. « Racontez-moi tout. » Elle lui décrivit les visions, la mélodie qui se déclenchait seule, les sensations étranges qui l'habitaient depuis. Théodore l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes dans un carnet usé. « Mademoiselle Dubois, je crois que vous êtes tombée sur quelque chose d'extraordinaire. Et de potentiellement dangereux. » Pendant ce temps, à Notre-Dame, le père Antoine Roussel terminait sa ronde nocturne habituelle. Prêtre depuis 15 ans, il connaissait chaque pierre de la cathédrale, chaque recoin de cet édifice millénaire. Mais cette nuit, quelque chose était différent. Il s'arrêta dans la nef, levant les yeux vers les voûtes gothiques qui se perdaient dans l'obscurité. Un sentiment d'inquiétude l'envahit, une sensation qu'il n'arrivait pas à définir. L'air semblait chargé d'électricité, comme avant un orage. Sortant sur le parvis, il leva les yeux vers les tours.
Les gargouilles se détachaient contre le ciel étoilé, leurs silhouettes familières projetant des ombres sur les murs de pierre. Mais quelque chose clochait. La gargouille du coin sud-est, celle qu'il avait surnommée « le veilleur », ne regardait plus vers les comme d'habitude. Sa tête était tournée vers le sud, vers le marais. Le père Roussel cligna des yeux, certain que la fatigue lui jouait des tours. Mais quand il regarda à nouveau, la créature de pierre semblait avoir bougé encore. De retour à la bibliothèque, Théodore montrait à Margot d'autres documents troublants. Regardez ceci. Un inventaire de 1789, pendant la Révolution. Il mentionne 3 boîtes à musique ornées de gargouilles, confisquées chez des familles nobles et remises à la garde de l'Église. 3 boîtes? Oui. La vôtre pourrait être l'une d'entre elles. Mais les 2 autres ont disparu. Officiellement détruites, mais vous n'y croyez pas? Théodore sourit tristement. Dans mon métier, on apprend à se méfier des disparitions officielles. Surtout quand elles concernent des objets liés à des légendes persistantes. Il referma le dossier et regarda Margot avec gravité. Mademoiselle Dubois, je pense que votre grand-mère vous a légué bien plus qu'une simple antiquité. Elle vous a transmis une responsabilité. La question est, êtes-vous prête à l'assumer? Margot contempla la boîte, ces gargouilles miniatures qui semblaient la défier du regard. Elle pensa à sa grand-mère, à cette femme forte et mystérieuse qui avait toujours semblé porter un secret. Elle pensa à Madame Leclerc et à sa terreur palpable. Je ne sais pas si je suis prête, Monsieur Moreau. Mais je crois que je n'ai pas le choix. Théodore hocha la tête avec compréhension. Dans ce cas, nous allons devoir creuser plus profond. Et je crains que nous ne découvrions des vérités que nous préférerions l'ignorer. Alors qu'il rangeait les documents, aucun d'eux ne remarqua que la boîte à musique, pourtant fermée, émettait une faible lueur dorée. Sur Notre-Dame, les gargouilles continuaient leur lente rotation, leurs yeux de pierre fixés sur le quartier du Marais, comme si elles cherchaient quelque chose. Ou quelqu'un. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre avec Théodore Moreau. Margot avait passé ce temps à fouiller dans les affaires de sa grand-mère, cherchant des indices sur l'origine de la boîte à musique. Elle avait trouvé des lettres anciennes, des photographies jaunies, mais rien qui éclairât le mystère. La boîte, elle, continuait ses manifestations nocturnes, jouant sa mélodie obsédante aux heures les plus sombres. Ce matin-là, Théodore l'avait appelée avec une urgence inhabituelle dans la voix. « Margot ? Il faut que vous veniez immédiatement. J'ai trouvé quelque chose d'important. » Et amené la boîte. Elle le retrouva dans son bureau, mais cette fois, il n'était pas seul. Une adolescente d'une quinzaine d'années était assise près de la fenêtre, plongée dans un livre épais. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage fin aux yeux verts identiques à ceux de Théodore. « Margot, je vous présente ma fille Élise. »« Élise, voici Mademoiselle Dubois. » La jeune fille leva les yeux et sourit poliment. « Papa m'a parlé de votre découverte. »« C'est fascinant. » Théodore sembla légèrement embarrassé. « Élise étudie l'histoire médiévale avec moi. Elle a une intuition remarquable pour ce genre de mystère. » Margot posa la boîte sur le bureau, remarquant que les mains de Théodore tremblaient légèrement lorsqu'il la regarda. « Qu'avez-vous découvert ? » « Ceci. » Il ouvrit un manuscrit ancien, ses pages de parchemin craquant sous ses doigts. Un journal personnel d'Aldric de Montfaucon. Je l'ai déniché dans les archives privées d'un collectionneur. Regardez cette entrée, datée du 15 août 1251. Margot se pencha pour lire le texte en latin médiéval. Théodore traduisit, « Les âmes des damnés trouvent enfin leur repos dans la pierre. Chaque gargouille porte en elle l'essence d'un criminel repenti, transformé en gardien éternel. Mais l'équilibre est fragile. Si jamais les 3 clés venaient à être réunies et utilisées simultanément, les gardiens pourraient se retourner contre ceux qu'ils protègent. » « Les 3 clés. » murmura Margot. « Les 3 boîtes à musique. Chacune contrôle un groupe de gargouilles. Séparées, elles maintiennent l'harmonie. Réunies. » Élise, qui avait écouté attentivement, intervint soudain, « Papa, et si on essayait d'ouvrir la boîte ici ? Pour voir ce qui se passe vraiment ?» Théodore hésita. « Élise, ce pourrait être dangereux. Mais nous sommes dans un environnement contrôlé. Et Mademoiselle Dubois a déjà expérimenté les visions. Peut-être qu'à 2, vous pourriez mieux comprendre. » Margot regarda la boîte, puis Théodore. « Elle a raison. Seul, je ne comprends pas ce que je vois. Avec votre expertise. » Théodore ajusta ses lunettes et hocha lentement la tête.
D'accord. Mais Élise, tu restes à distance. La jeune fille acquiesça et recula vers la bibliothèque. Margot et Théodore se placèrent de chaque côté du bureau, leurs mains se rapprochant lentement du couvercle de la boîte. À 3 proposa Margot. 1, 2, 3. Ils soulevèrent ensemble le couvercle. La mélodie s'éleva, plus puissante que jamais, comme si elle se nourrissait de leur attention conjointe. Mais cette fois, au lieu de simple vision, ils furent littéralement transportés. Le bureau de Théodore disparut. Ils se retrouvèrent dans les rues de Paris, mais un Paris qu'ils ne reconnaissaient pas. Les maisons étaient basses, en bois et en torchis, les rues étaient de la terre battue. L'air sentait la fumée, les épices et quelque chose de plus sombre, la peur. Nous sommes au XIIIe siècle, chuchota Théodore, émerveillé. Ils se dirigèrent instinctivement vers Notre-Dame, mais la cathédrale était différente. Encore en construction, ces tours inachevées se dressaient vers le ciel comme des bras suppliants. Des échafaudages de bois entouraient l'édifice, et des ouvriers s'affairaient malgré leur tardive. Dans la lueur des torchers, ils virent un homme de haute stature, vêtu d'une robe de bure, qui dirigeait les travaux. Ses cheveux noirs étaient striés de blanc, et ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Aldric de Montfaucon, murmura Margot. Le sculpteur supervisait l'installation d'une gargouille sur la façade ouest. Mais ce n'était pas un simple travail d'artisan. Un cercle de moines l'entourait, psalmodiant en latin. Au centre du cercle, un homme enchaîné gémissait de terreur. « Qu'est-ce qu'ils font » demanda Margot, horrifiée. Ils s'approchèrent, invisibles dans cette vision du passé. Aldric tenait dans ses mains un objet qui ressemblait étrangement à la boîte à musique, mais plus petite, plus simple. Il la fit tourner, et une mélodie s'éleva, la même que celle qu'il connaissait. L'homme enchaîné poussa un hurlement qui se transforma progressivement en un son inhumain, bestial. Sous leurs yeux horrifiés, son corps se tordit, se déforma, et finalement se pétrifia. En quelques minutes, il était devenu une gargouille parfaite, ses traits humains encore reconnaissables dans la pierre. « Mon Dieu !» souffla Théodore. « Il transforme les criminels en gargouilles. » Aldric leva les yeux vers eux, et pendant un instant terrifiant, Margot crut qu'il pouvait les voir. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'elle ne pouvait entendre mais qu'elle comprenait instinctivement. Les gardiens protègent, mais ils peuvent aussi punir. La vision vacilla, et ils se retrouvèrent brutalement dans le bureau de Théodore. Mais quelque chose avait mal tourné. Élise était effondrée près de la bibliothèque, son corps secoué de convulsions. Ses yeux étaient révulsés, et de sa bouche sortaient des mots en latin qu'une adolescente moderne n'aurait jamais dû connaître. Élise. Théodore se précipita vers sa fille. Margot referma violemment la boîte, mais il était trop tard. Élise continuait de convulser, récitant ce qui ressemblait à une incantation médiévale. Sa voix n'était plus la sienne, elle était devenue grave, masculine, chargée d'un accent ancien. Custode Surgain, lapide vivin, psalmodiait-elle. « Qu'est-ce qu'elle dit » demanda Margot, paniquée. Théodore, pâle comme un linge, traduisit en tremblant, les gardiens se lèvent, les pierres vivent. Élise s'immobilisa soudain, ses yeux se fermèrent, et elle sombra dans un coma profond. Théodore la prit dans ses bras, la secoua doucement, mais elle ne réagissait plus. Il faut l'emmener à l'hôpital. Pendant qu'ils s'affairaient autour d'Élise inconsciente, aucun d'eux ne remarqua que la boîte à musique, pourtant fermée, continuait d'émettre une faible lueur. Et sur Notre-Dame, à plusieurs kilomètres de là, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pour la première fois depuis des siècles, les gargouilles bougeaient. Le père Roussel, qui effectuait sa ronde nocturne, s'arrêta net en entendant un bruit qu'il n'avait jamais entendu auparavant, le grincement de la pierre contre la pierre. Levant les yeux vers les tours, il vit avec une terreur absolue une gargouille déployer lentement ses ailes. Puis une autre. Et encore une autre. Dans toute la ville, les témoins nocturnes, insomniaques, travailleurs de nuit, fêtards attardés, levèrent les yeux vers Notre-Dame et virent des silhouettes ailées se détacher contre le ciel étoilé. Certains crurent à une hallucination. D'autres sortirent leur téléphone pour filmer. Mais tous ressentirent la même chose, Paris venait de basculer dans quelque chose de plus ancien et de plus dangereux que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Dans la chambre d'hôpital où Élise reposait, connectée à des machines qui surveillaient ses signes vitaux, la jeune fille ouvrit soudain les yeux. Mais ce n'était plus le regard innocent d'une adolescente. C'était celui de quelqu'un, ou quelque chose, qui avait attendu très longtemps de se réveiller. L'hôpital Saint-Louis baignait dans cette atmosphère feutrée propre aux établissements de soins nocturnes.
Dans la chambre 237, Élise Moreau reposait immobile depuis 48 heures, son visage d'adolescente étrangement paisible malgré les circonstances. Les médecins parlaient de coma inexpliqué, d'activité cérébrale anormale, mais aucun de leurs examens ne révélait la cause de son état. Théodore n'avait pas quitté son chevet. Ses yeux rougis par l'insomnie fixaient le visage de sa fille, guettant le moindre signe de réveil. Margot était restée avec lui, la boîte à musique soigneusement enfermée dans un sac de toile qu'elle n'osait plus ouvrir. Les médecins ne comprennent pas, murmura Théodore pour la énième fois. Ses constances sont normales, son cerveau fonctionne, mais elle ne répond à aucun stimulus. Margot observait les moniteurs qui traçaient les signes vitaux d'Élise. Les courbes étaient régulières, presque trop parfaites, comme si quelque chose contrôlait artificiellement les fonctions de son corps. Soudain, Élise ouvrit les yeux. Théodore bondit de sa chaise. « Élise. Ma chérie, tu m'entends ?» Mais quand la jeune fille tourna la tête vers eux, Margot sentit son sang se glacer. Ce n'était plus le regard d'Élise. Ses yeux verts, habituellement pétillants de curiosité juvénile, étaient maintenant d'une profondeur troublante, comme s'ils avaient vu des siècles passés. « Pater », dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne, grave et chargée d'un accent latin. « Tempus veni ». Théodore recula, livide. « Qu'est-ce que tu dis ?» Élise se redressa dans son lit avec une fluidité inquiétante, ses mouvements trop précis, trop contrôlés pour une personne sortant du coma. Elle dit que le temps est venu, traduisit Margot, la gorge serrée. Margot ? Comment savez-vous ? Je ne sais pas. Les mots me viennent naturellement. Élise tourna son regard étrange vers Margot et sourit, un sourire qui n'appartenait pas à une adolescente de 15 ans. Custo Nova, dit-elle. Tu portes la clé, mais tu ne comprends pas encore son pouvoir. Avant qu'il puisse réagir, Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle posa ses mains sur la vitre et regarda vers l'est, vers Notre-Dame. Il se réveille, murmura-t-elle dans un français parfait mais teinté de cet accent ancien. Après tant de siècles de sommeil, il se réveille. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Un homme en soutane noire entra, essoufflé comme s'il avait couru. La cinquantaine, les cheveux grisonnants, il portait le col romain qui le désignait comme prêtre. « Pardonnez-moi l'intrusion, dit-il en reprenant son souffle. Je suis le père Antoine Roussel, de Notre-Dame. Il faut que je vous parle. » Théodore le regarda avec méfiance. « Comment avez-vous su que nous étions ici ? Votre nom figure dans les registres de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Vous étudiez les gargouilles de Notre-Dame. Et depuis 3 nuits, des choses inexplicables se produisent. » Élise se tourna vers le prêtre, et celui-ci fit un pas en arrière en croisant son regard. « Père Roussel, dit-elle avec ce sourire qui n'était pas le sien. Vous avez vu les gardiens s'éveiller. Comment savez-vous mon nom ? Margot sortit la boîte de son sac. Père, je crois que nous avons déclenché quelque chose que nous ne comprenons pas. Le père Roussel fixa l'objet avec une expression de reconnaissance mêlée de terreur. Mon Dieu ! Une des 3 clés. Nous pensions qu'elles avaient toutes été détruites. Vous connaissez cette boîte ? Les archives secrètes de Notre-Dame en parlent. Mais je pensais que c'était des légendes. Jusqu'à avant-hier soir. Il s'approcha de la fenêtre et regarda vers la cathédrale, dont les tours se dressaient dans le ciel matinal. Elle bouge. Les gargouilles bougent. J'ai vu de mes propres yeux une d'entre elles déployer ses ailes. D'autres ont changé de position. Et cette nuit, il marqua une pause, comme s'il peinait à croire ses propres mots. Cette nuit, l'une d'elles a quitté son perchoir. Un silence pesant s'abattit sur la chambre. Élise émit un petit rire qui glaça le sang de tous les présents. Elles ne sont plus toutes sous contrôle, dit-elle. Certaines se souviennent de ce qu'elles étaient avant d'être transformées. Et elles ont soif de vengeance. Théodore s'approcha de sa fille, mais elle leva une main pour l'arrêter. Je ne suis plus votre fille, professeur Moreau. Pas entièrement. Quand vous avez ouvert la boîte en ma présence, vous avez créé un lien. Je suis devenu un conduit entre votre monde et celui des gardiens. Qui êtes-vous ? Demanda Margot. Je suis la mémoire d'Aldric de Montfaucon. Ou plutôt, un fragment de cette mémoire, préservé dans la pierre et réveillé par la mélodie. Le père Roussel se signa. Seigneur, ayez pitié de nous. Élise, ou l'entité qui l'habitait, se tourna vers lui avec une expression de mépris. Vos prières ne serviront à rien, prêtre.
Ce qui a été mis en mouvement ne peut plus être arrêté. Les gardiens se divisent. Certains restent fidèles à leur mission de protection, mais d'autres se souviennent de leur humanité perdue et de la colère qui les animait. Margot serra la boîte contre elle. Comment peut-on les arrêter? Il faudrait les 3 clés. Réunies, elles pourraient restaurer l'équilibre. Séparées, elles ne font qu'attiser le chaos. Où sont les 2 autres? Élise ferma les yeux, comme si elle consultait une mémoire ancienne. L'une a été cachée dans les cryptes de Notre-Dame. L'autre a disparu pendant la Révolution. Mais elle existe encore. Je peux la sentir. Soudain, un bruit sourd résonna à travers la ville. Tous se tournèrent vers la fenêtre. Au loin, une colonne de fumée s'élevait du côté de l'île de la Cité. Le père Roussel sortit son téléphone et composa un numéro. Frère Martin? C'est Antoine. Que se passe-t-il? Quoi? Mon Dieu? J'arrive. Il raccrocha, le visage livide. Une gargouille a attaqué un groupe de touristes sur le parvis. Il y a des blessés. Élise sourit, et cette fois, son sourire était celui d'un prédateur. Cela commence. La guerre entre les gardiens fidèles et les gardiens corrompus. Et les humains sont pris au milieu. Théodore s'effondra sur une chaise. Ma fille, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez réveillé ceux qui dormaient depuis trop longtemps, répondit Élise. Mais tout n'est pas perdu. Pas encore. Elle se tourna vers Margot avec une intensité troublante. Vous êtes la nouvelle gardienne, Margot Dubois. Votre grand-mère vous a préparé à ce rôle sans que vous le sachiez. Mais vous devez choisir, fuir et laisser Paris sombrer dans le chaos, ou accepter votre héritage et nous aider à restaurer l'équilibre. Margot regarda tour à tour Théodore désespéré, le père Roussel terrifié, et cette adolescente qui n'était plus tout à fait humaine. Au loin, les sirènes des ambulances et des pompiers résonnaient dans les rues de Paris. Elle pensa à sa grand-mère, à cette femme forte qui avait gardé un secret pendant toute sa vie. Elle pensa à Madame Leclerc et à sa terreur quand elle avait entendu la mélodie. Elle pensa à tous ces gens innocents qui allaient souffrir si elle ne faisait rien. Dites-moi ce que je dois faire, dit-elle finalement. Élise hocha la tête avec approbation. D'abord, nous devons nous rendre à Notre-Dame. Il faut récupérer la 2e clé avant que les gargouilles corrompues ne la trouvent. Car si elles s'en emparent. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tous comprirent que l'équilibre fragile qui maintenait la paix depuis des siècles venait de se briser, et que Paris était sur le point de découvrir que ces gardiens de pierre pouvaient être aussi dangereux que les démons qu'ils étaient censés repousser. À travers la fenêtre, ils virent une ombre aller passer devant le soleil levant. La bataille pour l'âme de Paris venait de commencer. La cathédrale Notre-Dame se dressait dans la lumière dorée du matin, mais une atmosphère de tension palpable régnait sur le parvis. Des barrières de police délimitaient une zone de sécurité, et des journalistes se pressaient derrière les cordons, leurs caméras pointées vers les tours gothiques. L'attaque de la nuit précédente avait fait 3 blessés et semé la panique parmi les touristes. Margot, Théodore, Élise et le père Roussel approchaient par une entrée latérale, évitant la foule des curieux. Élise marchait avec une assurance troublante, ses gestes trop précis pour une adolescente qui sortait du coma. L'entité qui l'habitait semblait parfaitement connaître les lieux. Par ici, dit le père Roussel en les guidant vers une porte dérobée. Nous pouvons entrer par la sacristie. L'intérieur de Notre-Dame était plongé dans une semi-obscurité, les vitraux filtrant la lumière matinale en kaléidoscope coloré. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère, habituellement empreinte de sérénité spirituelle, était maintenant chargée d'une tension électrique. Vous le sentez? Murmura Élise. Ils sont agités. Les gardiens fidèles luttent pour maintenir leur contrôle sur les corrompus. Théodore leva les yeux vers les voûtes. Comment peut-on faire la différence? Les fidèles protègent encore. Les corrompus, ils se souviennent de leur humanité perdue et de la colère qui les animait quand ils ont été transformés. Cette colère, contenue pendant des siècles, cherche maintenant à s'exprimer. Le père Roussel les mena vers l'autel, puis derrière, vers une porte que peu de visiteurs remarquaient. Il sortit un trousseau de clés anciennes. Les cryptes, expliqua-t-il. Seuls quelques prêtres y ont accès. Si la 2e clé est vraiment cachée ici. L'escalier de pierre descendait dans les entrailles de la cathédrale. L'air se rafraîchissait à chaque marche, chargé d'humidité et de l'odeur du temps. Leurs pas résonnaient dans le silence, accompagnés par le bruit de leur respiration.
Les cryptes de Notre-Dame s'étendaient sous la cathédrale comme un labyrinthe de pierre. Des sarcophages anciens s'alignaient le long des murs, et des niches abritaient des reliques oubliées. Mais Élise ne semblait pas perdue. Elle avançait avec détermination, comme si elle suivait une carte invisible. Là, dit-elle en s'arrêtant devant un mur apparemment ordinaire. Derrière cette pierre. Le père Roussel examina le mur. Je ne vois rien d'inhabituel. Élise posa ses mains sur la pierre et ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent silencieusement, récitant ce qui ressemblait à une incantation. Soudain, un mécanisme grinça, et une section du mur pivota, révélant un passage secret. Mon Dieu, souffla Théodore. Comment as-tu su? Aldric a construit ces passages. Sa mémoire est en moi. Ils pénétrèrent dans une chambre secrète que la lumière de leur lampe révéla progressivement. C'était un atelier de sculpteur, intact après 8 siècles. Des outils étaient encore posés sur l'établi, des esquisses de gargouilles couvraient les murs, et des blocs de pierre à demi sculptés attendaient dans les coins. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, c'était le journal ouvert sur la table centrale. Les pages de parchemin étaient couvertes d'une écriture serrée en latin, accompagnée de diagrammes complexes. Margot s'approcha et lut à voix haute, 15 septembre 1251. Le rituel est presque achevé. 27 gardiens fidèles veillent maintenant sur Notre-Dame. Mais j'ai dû en créer d'autres, des gardiens d'un type différent. Cela porte en eux la colère et la soif de vengeance de criminels non repentis. Ils sont plus puissants, mais aussi plus dangereux. Je les ai placés au point stratégique, espérant que leur rage puisse être canalisée contre les vraies menaces. Il a créé 2 types de gargouilles, murmura Théodore. Les protectrices et les vengeresses, compléta Élise. Et maintenant, les vengeresses se réveillent. Le père Roussel découvrit une autre section du journal. Écoutez ceci, les 3 clés doivent rester séparées. Réunies, elles donneraient un contrôle total sur tous les gardiens. Dans de mauvaises mains, ce pouvoir pourrait transformer Paris en champ de bataille. Margot frissonna. Nous sommes en train de les réunir. Nous n'avons pas le choix, répondit Élise. Sans les 3 clés, l'équilibre ne peut être restauré. Elle se dirigea vers un coffre de bois sculpté dans un coin de l'atelier. Ses mains effleurèrent la serrure complexe, et celle-ci s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, nichée dans un écrin de velours rouge, se trouvait la 2e boîte à musique. Celle-ci était différente de celle de Margot, plus sombre, ses gargouilles sculptées arborant des expressions de colère et de souffrance. La clé de la vengeance, murmura Élise. Celle qui contrôle les gardiens corrompus. Théodore recula instinctivement. Ne la touchez pas. Mais Élise avait déjà saisi la boîte. Dès qu'elle entra en contact avec l'objet, ses yeux se révulsèrent et elle poussa un cri qui n'avait rien d'humain. Son corps se raidit, et quand elle rouvrit les yeux, il brillait d'une lueur rouge. Élise! Cria Théodore en se précipitant vers sa fille. Mais ce n'était plus Élise qui le regardait. L'entité qui l'habitait avait changé, était devenue plus sombre, plus menaçante. Tant de colère, dit-elle d'une voix rauque. Tant de souffrance emprisonnée dans la pierre. Ils veulent leur liberté. Ils veulent leur vengeance. Margot sortit sa propre boîte. Nous devons partir d'ici. Maintenant. Mais il était trop tard. Un grondement sourd résonna à travers les cryptes, et la poussière commença à tomber du plafond. Au-dessus d'eux, dans la cathédrale, quelque chose de terrible se produisait. Le père Roussel consulta son téléphone. Les autres prêtres m'envoient des messages. Les gargouilles, elles bougent tout en même temps. Élise leva la 2e boîte à musique et l'ouvrit. Une mélodie s'éleva, similaire à celle de Margot mais plus sombre, plus menaçante. Les notes semblaient porter en elles des siècles de rage contenue. Soudain, les murs de l'atelier se mirent à trembler. Des fissures apparurent dans la pierre, et une lumière rouge filtra à travers les lézardes. Des voix se firent entendre, des voix humaines déformées par la colère et la souffrance. Liberta, murmurait-elle. Liberta, vindicta. Elles veulent être libérées, traduisit Margot, terrifiée. Elles veulent leur vengeance. Théodore attrapa sa fille par les épaules. Élise, reviens. Tu es plus forte que ça. Pour un instant, le regard de la jeune fille redevint humain. Papa, murmura-t-elle. J'ai peur. Il y a tant de colère en moi. Tant de haine. Mais l'entité reprit rapidement le contrôle. La fille n'est qu'un conduit, dit-elle avec la voix d'Élise.
Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'elle. Margot comprit avec horreur ce qui se passait. Elle devient un pont entre notre monde et le leur. Plus elle reste en contact avec les boîtes, plus elle risque de devenir comme eux, compléta le père Roussel. Une créature de pierre animée par la rage. Au-dessus d'eux, le chaos s'intensifiait. Des cris de terreur résonnaient dans la cathédrale, et le bruit de la pierre qui se brisait se mêlait aux sirènes d'alarme. Nous devons sortir d'ici, dit Margot en refermant sa boîte. Et trouver la troisième clé avant qu'il ne soit trop tard. Élise sourit, mais ce sourire appartenait maintenant entièrement à l'entité qui l'habitait. La troisième clé, oui, je sais où elle se trouve. Mais pour l'obtenir, il faudra payer un prix. Quel prix? Demanda Théodore, désespéré. L'âme de votre fille. Le père Roussel se signa et commença à réciter une prière en latin. Mais Élise éclata de rire, un rire qui résonna dans les cryptes comme un écho venu des enfers. Vos prières ne peuvent rien contre nous, prêtre. Nous sommes nés de la foi, mais nous avons été corrompus par la souffrance. Nous sommes au-delà de votre rédemption. Alors qu'ils remontaient précipitamment vers la surface, aucun d'eux ne remarqua que les sculptures sur les murs des cryptes avaient bougé. Des yeux de pierre les suivaient, et des murmures s'élevaient de la pierre elle-même. Paris était sur le point de découvrir que ses gardiens millénaires n'étaient plus ses protecteurs, mais ses juges. Et le jugement promettait d'être impitoyable. L'atelier secret d'Aldric de Montfaucon baignait dans une lumière surnaturelle qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Margot, fascinée malgré la terreur qui l'habitait, examinait les outils du sculpteur médiéval. Chaque ciseau, chaque maillet portait encore les traces de son travail, comme si le temps s'était arrêté dans cette chambre souterraine. Théodore tentait désespérément de ramener sa fille à elle, mais Élise, ou l'entité qui l'habitait, semblait de plus en plus détachée de son humanité. Ses gestes étaient devenus mécaniques, ses expressions figées dans une froideur minérale. « Élise, ma chérie, regarde-moi, suppliait-il. Je sais que tu es encore là. Batte-toi. » La jeune fille tourna vers lui des yeux qui n'étaient plus tout à fait humains. « Votre fille devient Pierre, professeur Moreau. Comme nous tous, elle découvre la paix de l'immobilité éternelle. » Le père Roussel, qui priait silencieusement dans un coin, leva soudain la tête. « Attendez. Vous entendez ? » Un silence étrange était tombé sur Notre-Dame. Plus de cris, plus de bruit de pierres qui se brisent. Même les sirènes s'étaient tues. C'était un silence pesant, menaçant, comme celui qui précède la tempête. Margot s'approcha de l'établi où reposait le journal d'Aldric. Une page attira son attention, elle était différente des autres, écrite avec une encre plus sombre, presque noire. « Regardez ceci, dit-elle. Cette page, on dirait qu'elle a été ajoutée plus tard. » Elle lut à voix haute, si jamais les gardiens venaient à se retourner contre ceux qu'ils protègent, si l'équilibre venait à être rompu, il existe un moyen de tout arrêter. Mais le prix à payer est terrible. Celui qui utilisera ce pouvoir devra sacrifier son humanité pour devenir le gardien ultime, le pont éternel entre la pierre et la chair. Théodore s'approcha. Continuez. J'ai caché une partie de mon âme dans chaque boîte à musique. Réunies, elles permettront à quelqu'un de me parler directement, de recevoir la connaissance nécessaire. Mais attention, celui qui ouvrira ce dialogue ne pourra plus jamais être entièrement humain. Élise émit un rire cristallin qui résonna étrangement dans l'atelier. Vous commencez à comprendre. Votre amie Margot porte déjà en elle une partie d'Aldric. Chaque fois qu'elle ouvre sa boîte, elle devient un peu plus autre. Margot sentit un frisson glacé parcourir son échine. C'était vrai, depuis qu'elle avait découvert la boîte, elle ressentait des changements subtils. Une perception plus aiguë, des connaissances qui lui venaient de nulle part, une connexion étrange avec la pierre de Paris. « Que dois-je faire » demanda-t-elle. Élise désigna sa propre boîte à musique, celle qu'elle avait trouvée dans le coffre. « Ouvrez les deux ensemble. Laissez Aldric vous parler. Mais sachez que vous ne serez plus jamais la même. » Le père Roussel intervint. « C'est de la folie. Nous ne savons pas ce qui va se passer. » « Nous savons ce qui se passe déjà, répliqua Margot. Paris est en danger. Des innocents souffrent. Si je peux arrêter ça. » Elle prit sa boîte d'une main, celle d'Élise de l'autre. Les deux objets semblaient vibrer au contact l'un de l'autre, comme s'ils reconnaissaient leur nature commune. « Margot, non !» cria Théodore. Mais elle avait déjà ouvert les deux boîtes simultanément. Les mélodies s'élevèrent ensemble,
créant une harmonie complexe qui sembla faire vibrer les murs de l'atelier. Mais cette fois, au lieu de vision, Margot sentit une présence s'installer dans son esprit. Enfin, dit une voix qui n'était pas la sienne. Enfin, quelqu'un peut m'entendre. Margot se retrouva face à face avec Aldric de Montfaucon. Il se tenait devant elle dans l'atelier, mais un atelier différent, plus lumineux, plus vivant. L'homme était grand, ses cheveux noirs striés d'argent, ses yeux d'un bleu profond brillant d'une intelligence troublante. « Vous êtes, commença-t-elle. Mort depuis 8 siècles, oui. Mais une partie de moi survit dans mes créations. Et maintenant, grâce à vous, je peux enfin révéler la vérité. » Quelle vérité? Aldric soupira, et dans ce soupir, Margot entendit le poids de siècles de remords. Je n'ai pas créé les gargouilles pour protéger Notre-Dame, Margot. Je les ai créées pour emprisonner quelque chose de bien plus terrible. L'atelier autour d'eux se transforma. Ils se retrouvèrent dans un Paris médiéval en flammes. Des créatures démoniaques volaient au-dessus des toits, semant la terreur et la destruction. Au centre de ce chaos, une entité colossale se dressait, ses ailes déployées obscurcissant le soleil. Le dévoreur d'âmes, murmura Aldric. Une entité démoniaque primordiale qui se nourrissait de la souffrance humaine. Elle avait choisi Paris comme terrain de chasse. Comment l'avez-vous arrêtée? Je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai emprisonnée. Chaque gargouille que j'ai créée est un maillon de sa chaîne. Les protectrices sont ses geôliers, les vengeresses sont ses serviteurs que j'ai retournés contre elle. Margot comprit avec horreur. Et maintenant, les chaînes se brisent. Exactement. L'équilibre que j'ai maintenu pendant 8 siècles s'effrite. Le dévoreur sent sa liberté approcher. Comment peut-on l'arrêter? Aldric la regarda avec une tristesse infinie. Il faut un nouveau gardien. Quelqu'un qui accepte de devenir le lien permanent entre le monde humain et le monde de la pierre. Quelqu'un qui renonce à son humanité pour sauver l'humanité. Moi. Vous? Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Le dévoreur n'est pas stupide. Il a senti votre présence, votre connexion avec les boîtes. Il va essayer de vous corrompre, de vous utiliser pour se libérer. La vision commença à s'estomper, mais la voix d'Aldric résonna encore dans l'esprit de Margot. La 3e boîte se trouve chez Madame Leclerc. Elle est la dernière descendante de ma lignée, la gardienne ultime. Mais attention, le dévoreur va essayer de l'atteindre en premier. Margot se retrouva dans l'atelier réel, les 2 boîtes fermées dans ses mains. Théodore et le père Roussel la regardaient avec inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Théodore. « Vous êtes resté immobile pendant 10 minutes. » Mais Margot ne répondit pas. Elle regardait Élise, et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. La jeune fille lévitait à 1 mètre du sol, ses yeux brillant d'une lueur rouge. Son corps était parcouru de veines sombres qui ressemblaient à des fissures dans la pierre. « Il est trop tard, » dit Élise d'une voix qui n'était plus humaine. Le dévoreur a trouvé son conduit. Bientôt, il sera libre, et Paris connaîtra enfin la vraie terreur. Théodore tendit les bras vers sa fille, mais une force invisible le repoussa violemment contre le mur. « Élise !» cria-t-il. Mais la créature qui flottait devant eux sourit avec les lèvres d'Élise. « Élise n'existe plus. Je suis le dévoreur d'âmes, et grâce à cet enfant, je vais enfin pouvoir me libérer de ma prison de pierre. » Les murs de l'atelier se mirent à trembler, et des fissures apparurent dans la voûte. Au-dessus d'eux, Notre-Dame elle-même semblait sur le point de s'effondrer. Margot serra les 2 boîtes contre elle. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire, mais le prix à payer était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Pour sauver Paris, pour sauver Élise, elle devrait renoncer à tout ce qui faisait d'elle un être humain. La bataille finale était sur le point de commencer, et l'enjeu n'était rien de moins que l'âme de la ville éternelle. Paris plongea dans le chaos au moment où le soleil disparaissait derrière l'horizon. Depuis les tours de Notre-Dame, un rugissement inhumain déchira le silence du soir, faisant vibrer les vitres dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les gargouilles, toutes sans exception, s'animèrent simultanément dans un concert de pierres qui se brisaient et se reformaient. Margot, Théodore et le père Roussel émergèrent des cryptes pour découvrir un spectacle d'apocalypse. La nef de Notre-Dame était plongée dans une lumière rouge sang qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Élise flottait au centre de la cathédrale, ses pieds ne touchant plus le sol, son corps parcouru de veines sombres qui pulsaient comme un cœur démoniaque. « Mon Dieu !» murmura le père Roussel. « Que avons-nous déchaîné ?» À travers les vitraux brisés, il pouvait voir les gargouilles voler au-dessus de Paris.
Certaines semblaient encore lutter contre une force invisible, leurs mouvements saccadés trahissant un combat intérieur. D'autres avaient cédé à la corruption et fondaient sur la ville comme des rapaces affamés. Les fidèles résistent encore, dit Margot, serrant les deux boîtes à musique contre elle. Mais pour combien de temps? Élise, ou l'entité qui l'habitait, tourna vers eux un visage qui n'appartenait plus à l'adolescence. Ses traits s'étaient durcis, vieillis, et ses yeux brillaient d'une malice millénaire. 800 ans, dit-elle d'une voix qui résonnait comme un écho venu des profondeurs. 800 ans que j'attends ce moment. Aldric croyait pouvoir m'emprisonner pour l'éternité, mais il avait sous-estimé ma patience. Théodore fit un pas vers sa fille, les larmes aux yeux. Élise, je sais que tu es encore là. Batte-toi. Le dévoreur éclata de rire, utilisant la voix cristalline d'Élise pour produire un son glaçant. Votre fille fait un excellent réceptacle. Sa jeunesse, son innocence, elle donne une saveur particulière à sa terreur. Et cette terreur me nourrit, me rend plus fort. Au-dessus d'eux, le toit de Notre-Dame explosa dans un fracas assourdissant. Les gargouilles corrompues s'abattirent dans la nef, leurs griffes raclant la pierre, leurs yeux rougeoyants dans l'obscurité. Mais elles ne s'approchèrent pas du dévoreur, elles formèrent un cercle protecteur autour de lui. Mes serviteurs, dit l'entité avec satisfaction. Ce qu'Aldric avait cru pouvoir retourner contre moi. Mais la colère et la souffrance finissent toujours par l'emporter sur la justice. Margot ouvrit sa boîte à musique. La mélodie s'éleva, pure et claire, et immédiatement, plusieurs gargouilles fidèles descendirent des tours pour se placer entre eux et les créatures corrompues. Vous pensez pouvoir me résister avec ces jouets? Ricana le dévoreur. Je pense que vous sous-estimez le pouvoir de l'espoir, répliqua Margot. Elle ouvrit la seconde boîte, celle qu'ils avaient trouvée dans les cryptes. Les deux mélodies se mêlèrent, créant une harmonie complexe qui fit trembler les murs de la cathédrale. Les gargouilles corrompues reculèrent, visiblement affectées par la musique. Impossible! Rugit le dévoreur. Ces boîtes sont sous mon contrôle. Non, dit une voix familière. Madame Leclerc apparut dans l'entrée de la cathédrale, soutenue par deux gargouilles fidèles. La vieille dame tenait dans ses mains tremblantes la troisième boîte à musique, plus ornée que les autres, ses gargouilles sculptées dans un bois si sombre qu'il semblait absorber la lumière. Madame Leclerc! S'exclama Margot. Comment êtes-vous arrivée ici? Mes ancêtres m'ont guidé, répondit la vieille dame d'une voix faible mais déterminée. Je suis la dernière descendante d'Aldric de Montfaucon. Cette boîte m'a été transmise de génération en génération, avec la mission de l'utiliser si jamais le dévoreur tentait de se libérer. Le dévoreur, utilisant le corps d'Élise, se tourna vers elle avec une rage palpable. Leclerc. Ce nom me dit quelque chose. Oui, je me souviens. Votre ancêtre était l'apprenti d'Aldric. C'est lui qui a forgé les chaînes les plus solides de ma prison. Et c'est moi qui vais les renforcer, dit Madame Leclerc en ouvrant sa boîte. La troisième mélodie s'éleva, différente des deux autres, plus grave, plus solennelle, chargée d'une autorité ancestrale. Les trois musiques se fondirent en une symphonie qui fit vibrer chaque pierre de Notre-Dame. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Les gargouilles corrompues poussèrent des cris de douleur et commencèrent à se pétrifier, leur corps redevenant lentement de la pierre inerte. Mais le dévoreur résistait, utilisant l'énergie vitale d'Élise pour maintenir sa forme. « Vous ne pouvez pas me vaincre !» hurla-t-il. « Tant que j'habite ce corps, je suis à l'abri de vos mélodies. » Théodore s'avança, ignorant le danger. « Alors prenez-moi à la place. Laissez ma fille tranquille. »« Papa, non !» cria soudain Élise. Pour un instant, la vraie Élise avait repris le contrôle. Ses yeux redevinrent humains, et elle regarda son père avec une terreur mêlée d'amour. « Je peux le sentir en moi, balbutia-t-elle. Il se nourrit de ma peur, de ma colère. Mais aussi de votre amour pour moi. Plus vous vous inquiétez, plus il devient fort. » Le dévoreur reprit rapidement le contrôle, mais Margot avait compris. Il faut couper le lien émotionnel. Théodore, vous devez lâcher prise. Jamais. C'est ma fille. C'est exactement ce qu'il veut. Votre amour paternel le nourrit. Madame Leclerc, épuisée par l'effort de maintenir sa mélodie, s'effondra. Sa boîte à musique se referma, et immédiatement, les gargouilles corrompues commencèrent à se réanimer. Il faut les trois boîtes ouvertes simultanément, cria-t-elle. Mais je n'ai plus la force. Margot regarda les deux boîtes dans ses mains,
puis Élise qui flottait au centre de la cathédrale, prisonnière d'une entité millénaire. Elle pensa à sa grand-mère, à tous les gardiens qui s'étaient sacrifiés avant elle. « Je sais ce que je dois faire, » dit-elle calmement. Elle s'avança vers le centre de la nef, ignorant les gargouilles corrompues qui se rapprochaient. Arrivée sous Élise, elle leva les 2 boîtes à musique. « Dévoreur !» cria-t-elle. « Tu veux te nourrir d'émotions humaines? Alors nourris-toi de la mienne. » Elle ouvrit les 2 boîtes simultanément et laissa sa conscience s'ouvrir complètement. Toute sa peur, sa colère, son désespoir, mais aussi son espoir et sa détermination jaillirent d'elle comme un torrent. Le dévoreur, attiré par cette explosion émotionnelle, quitta partiellement le corps d'Élise pour s'approcher de Margot. C'était exactement ce qu'elle espérait. « Maintenant !» cria-t-elle. Madame Leclerc, puisant dans ses dernières forces, rouvrit sa boîte. Les 3 mélodies résonnèrent à nouveau, mais cette fois, Margot était au centre du triangle qu'elle formait. Elle sentit immédiatement la transformation commencer. Sa peau se durcissait, ses os se changeaient en pierre. Mais en même temps, elle sentait sa conscience s'étendre, se connecter à chaque gargouille de Notre-Dame. « Non !» rugit le dévoreur. « Tu ne peux pas. »« Si », répondit Margot d'une voix qui n'était déjà plus entièrement humaine. « Je deviens le nouveau gardien. Et en tant que gardien, je te renvoie dans ta prison. » Les gargouilles fidèles convergèrent vers le centre de la nef, formant un cercle de protection autour de Margot. Les corrompus tentèrent de résister, mais la volonté de la nouvelle gardienne était trop forte. Une à une, elles reprirent leur place sur les murs de Notre-Dame, redevenant de simples sculptures de pierre. Le dévoreur, privé de ses serviteurs et de son réceptacle humain, fut aspiré dans les profondeurs de la cathédrale, ses cris de rage s'estompant progressivement. Élise s'effondra sur le sol, redevenue entièrement humaine. Théodore se précipita vers elle, la serrant dans ses bras tandis qu'elle reprenait conscience. « Papa » murmura-t-elle faiblement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais Théodore ne répondit pas. Il regardait Margot avec une expression de profonde tristesse. La jeune femme était maintenant à moitié transformée en pierre, ses jambes et son torse ayant pris la consistance du granit. Seul son visage et ses bras restaient humains. « Margot » souffla-t-il. Elle lui sourit, et dans ce sourire, il y avait une paix qu'elle n'avait jamais connue de son vivant. « C'est fini » dit-elle. « Paris est en sécurité. » Les 3 boîtes à musique se fermèrent d'elles-mêmes, leur mélodie s'éteignant dans un dernier écho. Le silence retomba sur Notre-Dame, mais c'était un silence apaisé, celui de la victoire sur les ténèbres. Margot Dubois avait sauvé Paris, mais le prix à payer était son humanité. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été destinée à être, la gardienne éternelle de la ville lumière. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Notre-Dame avait failli s'effondrer sous l'assaut des forces démoniaques. Les médias avaient parlé d'un « incident sismique inexpliqué », les autorités avaient évoqué des « phénomènes atmosphériques rares », mais ceux qui avaient vécu les événements savaient la vérité. Margot Dubois n'existait plus dans les registres officiels. Officiellement, elle avait disparu cette nuit-là, ne laissant derrière elle qu'une boutique d'antiquités fermée et quelques questions sans réponse. Mais pour ceux qui savaient où regarder, elle était toujours là. Théodore Moreau gravit lentement les marches qui menaient autour de Notre-Dame. Il effectuait ce pèlerinage chaque semaine depuis 6 mois, portant avec lui un bouquet de roses blanches et un carnet de cuir usé. Élise l'accompagnait parfois, mais aujourd'hui, il était seul. La reconstruction de la cathédrale avançait rapidement, trop rapidement, selon les architectes. Les pierres semblaient se replacer d'elles-mêmes, les fissures se refermaient spontanément, et les gargouilles retrouvaient leur position avec une précision troublante. Arrivé sur la galerie des tours, Théodore s'arrêta devant une gargouille particulière. Elle était différente des autres, plus récente, ses traits plus fins, plus humains. Ses yeux de pierre semblaient suivre les mouvements des visiteurs avec une bienveillance protectrice. « Bonjour, Margot » murmura-t-il en déposant les roses à ses pieds. La gargouille ne bougea pas, mais Théodore aurait juré avoir vu un léger sourire effleurer ses lèvres de pierre. Il ouvrit son carnet et commença à lire, chapitre 12, les nouveaux gardiens. Après les événements de novembre 2024, Notre-Dame a retrouvé sa sérénité. Les gargouilles ont repris leur veille silencieuse, mais quelque chose a changé. Elles semblent plus vivantes, plus attentives. Une brise légère caressa son visage, et il eut l'impression d'entendre un murmure, continu. Les 3 boîtes à musique ont été scellées dans les cryptes secrètes, sous la garde du père Roussel et de ses successeurs. Madame Leclerc,
affaiblie par l'effort qu'elle avait fourni, s'est éteinte paisiblement dans son sommeil 2 semaines après les événements. Elle a emporté avec elle les derniers secrets de la lignée de Montfaucon. Théodore marqua une pause, observant la ville qui s'étendait sous ses pieds. Paris avait repris son rythme habituel, mais lui savait que la ville était désormais protégée par une gardienne qui avait sacrifié son humanité pour elle. Élise va mieux, continua-t-il. Elle ne se souvient de presque rien de sa possession, ce qui est probablement une bénédiction. Elle a repris ses études, mais elle évite soigneusement tout ce qui touche à l'histoire médiévale. Elle préfère maintenant la littérature contemporaine. Un pigeon se posa sur l'épaule de la gargouille Margot, et Théodore sourit. Même les animaux semblaient reconnaître sa nature protectrice. Le père Roussel a été promu archiviste en chef de Notre-Dame. Il veille sur les secrets de la cathédrale avec un zèle qui frise l'obsession. Il dit parfois t'entendre lui parler dans les moments de doute, lui donner des conseils sur la façon de maintenir l'équilibre. Théodore referma son carnet et regarda directement les yeux de Pierre de son ami. Tu me manques, Margot. Ta boutique est toujours fermée, mais parfois, les gens du quartier jurent voir de la lumière aux fenêtres. Ils disent qu'une présence bienveillante veille sur le marais. Il se leva pour partir, mais se retourna une dernière fois. Oh, j'allais oublier. Nous avons découvert quelque chose d'intéressant dans les archives de ta grand-mère. Elle avait tenu un journal, elle aussi. Elle savait que ce jour viendrait, et elle t'a préparé sans que tu t'en rendes compte. Toutes ces visites dans les musées quand tu étais petite, toutes ces histoires sur l'art gothique, elle faisait de toi la gardienne parfaite. Cette fois, Théodore en était certain, la gargouille avait hoché imperceptiblement la tête. Alors qu'il redescendait les escaliers de pierre, il ne remarqua pas que d'autres gargouilles avaient tourné leur regard vers lui, le suivant de leurs yeux protecteurs jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'escalier. La nuit tombait sur Paris, et avec elle venait l'heure de la veille. Margot sentait sa conscience s'étendre à travers la ville, connectée à chaque pierre ancienne, à chaque monument chargé d'histoire. Elle pouvait percevoir les rêves des Parisiens endormis, leurs peurs et leurs espoirs. Parfois, quand un danger menaçait, un incendie qui se déclarait, un accident qui se préparait, un crime qui se tramait, elle guidait discrètement les gargouilles mobiles vers les lieux où leur intervention était nécessaire. Les gens parlaient de coïncidences miraculeuses, de chance incroyable, mais Margot savait qu'il n'y avait rien de fortuit dans ces sauvetages. Elle était devenue ce qu'Aldric de Montfaucon avait été avant elle, la gardienne silencieuse de Paris, le pont entre le monde des vivants et celui de la pierre éternelle. Son humanité s'était transformée en quelque chose de plus grand, de plus noble. Et quand les premières lueurs de l'aube caressaient les tours de Notre-Dame, Margot fermait ses yeux de pierre et souriait intérieurement. Paris dormait en paix, protégée par ses gardiens millénaires et par celle qui avait choisi de renoncer à sa vie pour sauver la ville qu'elle aimait. Dans les cryptes de Notre-Dame, les 3 boîtes à musique reposaient dans leurs écrins, silencieuses mais vigilantes. Leur mélodie ne résonnait plus, mais leur pouvoir demeurait, prêt à se manifester si jamais une nouvelle menace venait troubler la paix de la ville lumière. Et au-dessus, sur les tours gothiques, les gargouilles continuaient leur veille éternelle, guidées par l'esprit de celle qui avait accepté de devenir l'une d'entre elles pour que Paris puisse continuer à rayonner dans la nuit. L'histoire de la boîte à musique abandonnée était terminée, mais l'héritage de Margot Dubois, gardienne de pierre au cœur humain, ne faisait que commencer. Fin.